Nous sommes absolument ravis de vous accueillir et d'accueillir l'équipe de l'EPSA. Au nom du théâtre, je vous souhaite la bienvenue. Je vais passer la parole à Francis Joly qui va vous présenter un peu plus le déroulé de ce petit moment d'échange. Bonsoir, merci. Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Luc Moulaine et Michel Poivert et Étienne Hatt. Michel. Merci Francis, merci au TQI de nous accueillir et puis à l'EPSA parce que vous l'avez compris, nous sommes invités d'invités, ce qui est finalement une manière d'exister quand même. Étienne va conduire l'entretien avec Jean-Luc et puis Aurélie et moi on va être là et puis on va intervenir quand des perches seront tendues parce qu'on va discuter un peu tous ensemble et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous d'être là, merci Jean-Luc pour ta présence. Je vais commencer un peu par présenter ton travail, je vais essayer en tout cas parce qu'il n'est pas facile de présenter de manière générale et brièvement l'œuvre de Jean-Luc Moulaine. Elle ne peut en fait se réduire à un statement. Elle échappe au courant et aux modes et elle impose sa singularité, son refus de l'homogénéité et son refus du style. Au moins, peut-on dire qu'elle se partage entre l'image et l'objet. Alors pour commencer, on peut peut-être voir comment ces pratiques de l'image et de l'objet se sont organisées dans le temps, puisque tu es d'abord connu comme photographe, mais tu réalises des objets néanmoins depuis le début des années 90. Ils sont montrés en 94, puis pas avant 2003 à la Biennale de Venise. Voilà, et je voulais savoir quelles étaient les raisons de cette éclipse et finalement pourquoi est-ce que tu avais décidé de montrer des objets maintenant. En fait, je m'intéresse et je pratique l'objet depuis mes 14 ans. Donc bien avant d'avoir commencé à avoir un appareil photo. Mais c'est une pratique par pur goût du bricolage, presque de la restauration. Ouais, on récupère une vieille lampe à huile et on la frotte jusqu'à ce qu'elle soit presque neuve. Donc j'ai commencé effectivement par une nécessité, je dirais, manuelle. Quand je commence officiellement, je dirais, à montrer de la photographie donc dans les années 80, je suis déjà en train de faire par ailleurs des objets. Mais je dirais que la situation de l'art et de la photographie était pas ce qu'elles sont devenues, que dans le fond, vu mais aussi des conditions très simples d'habitat. J'avais pas la surface ni le volume pour être ce que j'avais envie d'être, c'est-à-dire à l'époque quelque chose comme un producteur d'objets. Donc n'ayant pas de place de stockage, pas de galerie pour les stocker à ma place, etc., très rapidement la photographie s'est imposée comme le moyen de faire des objets. Bon. Il faut dire que aussi dans les années 60, à partir des années 72, en fait, je m'intéresse d'assez près à l'art corporel. Et l'art corporel qui, dès ces années-là, dans le fond, présente de la photographie dans les galeries d'art et non pas dans les galeries de photographie. Donc là, il y avait un premier hiatus de milieu, je dirais, de possibilités d'être reçu. Et comme d'une certaine manière, dans les années 80, la photographie n'avait pas bonne presse vraiment dans le milieu de l'art, je me suis dit, c'est peut-être le moyen justement de faire une entrée problématique dans cette question de l'art et des images. Et donc j'ai pris l'option à ce moment-là de produire des photographies, mais que j'ai toujours pensé comme des objets constitués. C'est-à-dire qu'ils ont un cadre, ils ont une dimension, ils ont une vitre. La question de la vitre dans cette image est justement ce qui est mis en œuvre. C'est-à-dire que la prise de vue est faite de manière telle que le devant de la table est parfaitement net et l'infini l'est. La lumière que vous voyez à l'intérieur est absolument séparée de la lumière extérieure puisqu'en fait c'est une prise de vue de nuit. J'ai simplement fait passer l'optique du premier plan pendant la durée de la pose à l'infini. Et ce changement de focale se traduit par tout ce petit bord noir que vous voyez autour des fenêtres. Mais ça c'est la prise de vue. L'objet que je montre en vrai, il est encadré et sous verre.
Donc vous avez, si vous voulez, un objet qui parle pratiquement de sa constitution. Parce qu'effectivement, ce qui est derrière l'image n'est pas ce qui est devant, et qu'entre les deux, en fait, rien ne se passe qu'une surface. D'une certaine manière, dans cette série, j'ai essayé de passer en revue toutes les pratiques existantes déjà de la photographie, toutes les pratiques catégorisées, que ce soit de la nature morte, de l'archéo, de la vue urbaine. J'ai essayé de couvrir le champ complet de la photo de famille à l'image de marque. Donc déjà à ce moment-là, la question de que fait la photographie se posait de manière largement problématique, puisqu'en fait la photographie fait tout. Tout simplement, tout et pour tout le monde, dans tous les domaines. Au point qu'aujourd'hui, je pense que, et vous l'aurez tous constaté, rien n'existe si ça n'a pas été photographié. Voilà. C'est presque une des conditions d'existence des choses aujourd'hui. Et alors cette série est titrée Disjonction, qui est un terme important dans ton lexique. Est-ce que tu peux le préciser? Alors, je vais le préciser de deux manières. Une première qui est une manière mathématique. La disjonction, c'est l'union moins l'intersection. C'est tout ce qu'on fait ensemble, moins ce qu'on a de commun. Et c'est intéressant comme principe, dans la mesure où ce qu'on a en commun, c'est aussi bien ce qu'on sait que ce qu'on ne sait pas. Donc finalement, exclure certains champs pour en connaître d'autres, ça a été une technique, une tactique, je dirais presque, que j'ai appliquée de manière systématique. Je vais le dire autrement. Je vais essayer de le dire en citant mon ami Thierry Guichard, qui lui l'a expliqué d'une manière plus littéraire. Il me dit, c'est simple, si tu dis Proust et la musique, le « et » marque bien une conjonction, mais tu ne parles ni de tout Proust, ni de toute la musique. Il me dit, par contre, si tu dis le vide et le vent, ce « et » laisse tout le vide entier et tout le vent entier. Donc c'est ça, une disjonction. C'est une manière de mettre des choses ensemble, de les croiser, tout en les laissant parfaitement entières. Il y a une autre notion importante qui est celle d'intersection, qui est aussi un procédé, j'ai l'impression, dans ton travail, qui permet de faire le lien peut-être entre des séries de photographies comme les filles d'Amsterdam et certains objets. Il faut entendre de toute façon dans le mot disjonction, il faut entendre le mot jonction. Et dans le mot intersection, il faut penser section, pour commencer. Or, quand même, cette histoire de la section dans l'histoire de la photographie, c'est pas rien. Alors qu'on sectionne le temps, comme beaucoup l'ont dit, hein, l'instantané, mais en même temps, la dimension plate de l'image, et donc des objets photographiques, prennent souvent l'allure, effectivement, d'une tranche. Et bon, ça, des tranches, donc on s'en est payé plusieurs, et on en a fait réaliser quelques-unes. Lesquelles, par exemple? La voiture avec l'arbre coupé, ce qui fait bien la jonction, c'est la coupe. D'accord. Et cette coupe, rapidement, peut s'identifier aussi à des fonds. Quand vous photographiez un objet sur un fond, dans bien des cas, la question d'extraire cet objet du fond est là. De l'extraire ou de l'intégrer. Mais enfin, en tous les cas, le fond peut se présenter comme une surface de coupe. D'accord. On peut peut-être prendre l'exemple de la série des produits. Donc, ce sont des photographies que tu as faites pour la Documenta de Cassel en 97. Oui. Et qui posent des questions de volumétrie assez intéressantes. Est-ce que tu peux expliciter? C'est-à-dire que c'est des images que j'ai fait, ça pose des questions de volumétrie, parce que déjà j'avais très clairement posé que dans le fond l'existence d'une image photographique tient en fait à 3 moments, et que tous ces moments ne sont pas nécessairement contrôlables par le photographe. D'abord, il y a le moment, je dirais, de la prise de vue, qui est ce qu'elle est, le plus souvent de la mécanique hasardeuse. Ensuite, il y a le moment du choix et le moment de l'apparaître. C'est-à-dire que le premier tirage produit ce qu'on appelle l'aura. Comment cette image a une présence, comment elle apparaît. Mais cette apparition est elle-même conditionnée par sa diffusion. Donc effectivement, si vous produisez une image, son apparaître
que vous le matérialisez dans un objet, c'est pas du tout la même chose que de le matérialiser dans un champ de possibles qui sont les médias, par exemple, dans lesquels le 3 mètres sur 4 présente la même image exactement qu'une image voilà, dans la presse, ou voilà, un 3 mètres sur 4 de la même image. Donc ça m'intéressait d'examiner justement ces rapports à la diffusion, comment cette diffusion modifie l'apparaître de l'image, mais comme je savais en plus qu'il y avait de fortes chances que je produise des 3x4, la dimension urbaine commence à aller s'installer en fait dans les espaces protocubiques, on va dire, de nos cités. Vous constaterez qu'en fait cette image est habitée, si vous suivez les nervures de la feuille, elle est habitée tout simplement par un cube axonométrique. Bon. Qui donc, d'une certaine manière, alors que l'os est posé sur quelque chose qui apparaît comme une surface, cette surface en fait s'allume en volume. Et il faut que je vous dise que par ailleurs, l'os fait exactement 1/8 de ce volume cubique que vous apercevez dans les nervures. Dans ces images qui ont à voir en fait avec l'espace publicitaire, évidemment, je produis tout simplement des icônes. Alors, ce n'est pas des icônes au sens des stars, etc. C'est des icônes au sens de la tradition orthodoxe. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de produire une image qui vous donne directement accès à l'objet, à la chose, au Dieu, enfin ce qu'on voudra. Mais enfin, c'est un accès direct. Ça ne transite pas par une représentation. Et ça, je trouve que c'est une des merveilles de la photographie, c'est qu'elle a été capable de simultanément de succéder à l'histoire de la représentation et à l'histoire des icônes. C'est manifestement un conflit d'intérêts entre le plat et le volume. Mais ce conflit d'intérêts, il se double aussi d'un os de mort, bêtement, et d'une feuille vivante. D'accord. Okay. Donc, oui, parce que je ne suis pas un formaliste, hein, je pratique la rhétorique pour rendre sensible, je dirais, des expériences. C'est pas simplement des formes pour dire regardez comme ça fait des beaux volumes, ça je m'en fous. Alors dans cette série des produits, il y a un ensemble d'images là que je trouve très intéressant. C'est en gros une série d'images qui montre que tu pars de l'objet, que tu passes par l'image et que tu arrives à l'objet. Et en fait, c'est l'aboutissement visiblement d'observation de ce type-là. Est-ce que tu peux développer le processus? Bon, tout à l'heure, quand tu as évoqué image-objet, je me suis dit objet, peut-être que déjà on était arrivé à l'ère où il n'y a plus d'objets, il n'y a plus que des produits. Voilà, y compris en art. Aujourd'hui, il y a un marché de l'art, il y a des produits d'art. Est-ce qu'il reste encore un art vraiment? Est-ce qu'il reste des objets vraiment? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il est clair que notre rapport aujourd'hui, quel que soit l'objet, c'est un rapport de consommateur. Donc en fait, un rapport à un produit. Quant à l'image, dans ce produit, dans bien des cas, c'est tout simplement l'image de marque. Et puis, en me promenant dans mon Monoprix, parce que c'est quand même là que sont les paysages d'aujourd'hui, je me suis surpris à observer que ces packs de jus de fruits Kergal, en fait, avaient sur les 4 faces, 3 faces imprimées qui font une image entière. Donc j'ai commencé par redistribuer dans le supermarché, avant de faire ma photo, les packs de façon à faire apparaître l'image entière de chacun des fruits. Alors, il y a des pommes, du raisin, des ananas. Voilà, de manière beaucoup plus précise, la source de ce que vous avez vu, ces 1000 litres de jus allemand. Pourquoi? Ce sont les jus de fruits du docteur Simmer, achetés donc dans les supermarchés allemands. Donc c'est pas du tout une plaisanterie. J'ai tout simplement constaté que les packs en question étaient cirés et qu'en fait l'impression ne tenait pas. J'ai nettoyé entièrement les mots. Voilà une image de marque sans marque. Et donc, voyant ça, je me suis dit, ça m'intéresserait, moi, de reprendre et de fabriquer une
image qui reprenne toutes les modalités en fait de la présentation de ces natures mortes sur les Pâques. Et donc j'en suis arrivé à une composition. Imaginez que c'est le 3 mètres sur 4, c'est une sérigraphie, elle est entière. Mais sachant, donc vous voyez, j'ai repris la coupe, j'ai repris la poire seule, le renvoi du plein, enfin le même fruit en diagonale, bon, etc. Parce que pour un photographe, je dirais la première chose qui concerne l'objet, c'est la nature morte ou la chose qu'il va photographier. Et vous constaterez qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas installer une nature morte. Ils savent la photographier, mettre de la lumière. Je dis beaucoup dans les photographes professionnels, essentiellement pour les marques, quoi. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une composition volumétrique, tout simplement. Donc il suffit de disposer, on shoot, on va essayer de rattraper le truc par la lumière. Ça ne marche pas. Donc, sachant que j'allais faire un 4 mètres sur 3, donc j'ai divisé, comme vous le voyez, mon image en 12 panneaux. Donc je fais ma composition en espérant que les gens la voyant, dans le fond, auraient la mobilité pour la replier à nouveau. Donc pour qu'ils perçoivent que c'était un dépliement et que donc son passage au volume était pratiquement instantané. Je supposais que ça se ferait, que la capacité à regarder permettrait ça. Je vous avoue que pas grand monde m'en a parlé sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été perçu. Donc, puisque c'est pas perçu, il faut continuer. Et j'en suis donc arrivé, tout simplement, à découper mon volume, à créer un morceau de bois d'1 mètre cube et à envelopper intégralement cette image. Donc en fait, elle était volumétrique, elle est passée à plat et elle revient ensuite à son volume tel qu'on l'a vu là au début, qu'on peut remontrer. Dans lequel, comme vous le constaterez, les points des angles s'organisent avec l'image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un objet photographique, c'est-à-dire une œuvre qui met la photographie en volume. Alors il y a un autre opus photographique qui s'appelle Crystal Sex. Ce sont les filles d'Amsterdam, qui sont des portraits de prostituées qui mettent sur le même plan le visage et le sexe. C'est une sorte d'intersection en fait entre la photographie d'identité et la photographie pornographique. Et à partir de ces images, tu as fait un objet donc, qui s'appelle Crystal Sex. Voilà. Alors est-ce que là tu peux expliciter Alors celui-là est effectivement processus. bien postérieur en fait. Je pense que c'est un objet que je fais en 2000 quelque chose. 2006 je crois. 2006, oui. Donc effectivement, les filles d'Amsterdam, je l'ai fait en 2005. Ça sort 1 an après. Alors il faut vous dire que, bon, je vous l'ai déjà dit, je suis un bricoleux. J'aime bien que les choses dans l'atelier, soit elles sont recyclées, soit elles partent à la poubelle, mais donc techniquement, j'ai tout simplement découpé des ovales autour des sexes et je les ai assemblés de manière aléatoire. Et en fait, ça permettait d'une certaine manière de faire suite aux filles d'Amsterdam en passant de la figure singulière de la fille à une figure abstraite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien pour moi, c'est pas une sculpture, c'est une figure. C'est une figure qui se constitue de plein, enfin de vide, essentiel, de vide, de surface, et qui, pourquoi elle s'appelle cristal? Parce qu'en fait, par la pliure du cibachrome qui est super brillant, donc vous voyez apparaître des lignes droites qui sont les lignes de reflet, de pliure. Et ces lignes de reflet se conjuguent en fait à travers les pinces, les accroches. Et donc, alors qu'on semble être dans un truc totalement organique, voire troué, en fait, on est dans quelque chose qui se cristallise sous différents angles au fur et à mesure que vous tournez autour avec la lumière. Alors ce que montrent aussi les filles d'Amsterdam, c'est l'importance du corps dans ton travail photographique, mais aussi dans ton travail de sculpture. Je pense notamment à cette grande sculpture qui s'appelle Body, ouais, mais qui ne ressemble pas du tout à un corps.
Tout simplement parce qu'en américain, en anglais, une carrosserie, ça se dit body. D'accord, ouais. Alors, elle s'appelle Body. Je l'ai gardée en anglais parce que justement la relation au corps. Mais alors ça, il faudrait presque remonter encore plus ancien, plus amont, parce que mon intérêt pour le corps, en fait, il est ancré dans les expériences de l'art corporel. Il est dû aussi à ma fréquentation et mon amitié avec Michel Journiac, par les associations de recherche qu'on a pu faire, aussi bien hors de la fac qu'au sein de la fac. Et Michel organise, je ne sais plus quand, 85 peut-être, quelque chose comme ça, un colloque à la Sorbonne qui se titre L'enjeu de la représentation, : le corps. Et qui dit une chose, enfin, avec beaucoup d'intervenants, vous imaginez un truc sérieux, quoi, la Sorbonne, beaucoup d'intervenants sur cette question, et en fait, pour parler ou pour être corps, il faut avoir du langage ou des images. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas corps en soi et a priori. En soi et a priori, on est un bout de viande. Voilà. Pour devenir corps, il faut des représentations. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, la photographie nous le signifie clairement, les corps que nous avons aujourd'hui sont extrêmement distincts des corps qu'on avait avant la photographie. Distincts tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes représentations. Mais de la même manière, quand sont apparus les premiers scanners médicaux qui vous donnaient des coupes du cerveau, là, d'un seul coup, on a eu encore un autre corps. Et donc, très tôt, j'en suis arrivé à la conclusion que le corps, c'est tout simplement une construction. C'est une construction sociale, c'est une construction individuelle. Voilà. Et donc, ça supposait une rupture et une déconstruction, je dirais, des représentations existantes. Donc ça, c'est l'ancrage, si tu veux, de ma relation au corps. J'ai très peu, dans le fond, utilisé de visuel corporel. Précisément parce que je crains toujours qu'on me parle du corps comme une donnée avérée. Non, le corps n'est pas avéré du tout. On ne sait pas ce que c'est. C'est même pas l'espace commun. Pour que ce soit un espace commun, il faudrait effectivement partouzer plus sérieusement que ça. Ceci dit, une des représentations très importantes dans le domaine des corps, c'est la médecine. Et donc cette image que vous voyez là, elle a une géométrie rigoureuse aussi. Les jambes partent exactement à 30 degrés, le bas du dos part à 60 degrés, la ligne du bras est parfaitement verticale, arrive exactement dans l'occiput. Enfin, il y a un travail de la part du modèle qui est tout à fait précis. Mais surtout, qu'est-ce que c'est que cette position ? C'est tout simplement la position que vous prenez pour être observé par un toubib. Donc, voilà une image qui, dans le fond, se met dans la position de recevoir tous les regards scrutateurs de la médecine. Question, y a-t-il un médecin dans la salle pour regarder cette image ? On peut faire le lien entre la photographie et l'objet en revenant donc au FI d'Amsterdam et à cette notion d'intersection où je disais qu'effectivement, dans une même image, tu rejoignais le bertillonnage en quelque sorte, ou le portrait d'identité, et Belloc, donc l'image un peu pornographique. Les premières, oui. Donc la notion d'intersection est importante ici, et c'est une notion qu'on retrouve dans certains de tes objets. Voilà. Est-ce que tu peux montrer comment le processus d'intersection est à l'œuvre dans cette image ? La vraie question pour moi, c'est comment produire quelque chose d'entier. Alors quelque chose d'entier qui en même temps est un extrait, mais qui pourrait être une intersection. Mais est-ce qu'une intersection va pouvoir rester entière ? C'est ce que je vous disais à propos de la disjonction aussi. Dans le cas des filles d'Amsterdam, je dirais que ce qui reste de la coupe, donc du bertillonnage, ou de la pornographie, puisque l'un comme l'autre élimine la moitié du corps.
Et ce qui m'intéressait, c'était de faire quelque chose d'entier. C'est pas une idée facile à exposer, parce que on peut être entier avec des manques. Donc la question de l'entièreté d'une chose, en tous les cas, ça fait partie pour moi des conditions que je mets à une pièce ou à une photographie avant de l'exposer. C'est-à-dire si je la sens pas entière, complète, diraient les Anglais, j'y vais pas. Donc, dans le cas des filles, il s'agissait en fait de rassembler dans une seule représentation, dont tête et sexe, mais aussi pour contrer cette coupe qu'avait produit aussi bien, qu'avait produit la police, soyons clairs, et qui dans le fond reste encore très ancrée. C'est-à-dire dans nos conceptions, dans notre perception du corps, on continue à couper le bonhomme en deux. Hein. Ceci dit, revenons à Cars and Girls. Là, on est effectivement en présence d'une vraie intersection, au sens inverse de ce que je vous disais pour la disjonction. C'est-à-dire que nous n'avons pas ni une voiture entière, ni un corps entier. On a seulement l'espace qui partage dans cette pièce. Et cet espace, en fait, on entend tellement, exactement comme on nous a bassinés avec les identités. Moi, je continue à dire qu'il n'y a pas d'identité s'il n'y a pas deux termes. Hein? Bon, donc une identité nationale, moi je suis désolé, c'est une connerie. Ça n'a pas de sens mathématiquement et dans la logique. Donc il n'y a pas d'identité. Pour qu'il y ait identité, il faut qu'il y ait deux termes. Bon. Alors déjà, il nous faisait chier avec ça. Et alors après, il continue à nous faire chier avec la communauté, le commun. Il faut qu'on trouve quelque chose qui nous fait être ensemble, etc. Et à force de les entendre, tous nos politiciens, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'essayer, de voir à quoi ça ressemble effectivement, ce qu'il y a de commun. Et à quoi ça ressemble? Parce que ça, à quoi ça ressemble, ça a toujours été ma raison de photographier. C'est-à-dire que je photographie pas quelque chose que j'aime ou quelque chose que je veux rendre ou je cherche pas à produire un effet. Je photographie pour voir ce que ça change, ce que ça fait. Voilà. Une fois que c'est photographié, ça ressemble plus. C'est plus la même chose. Donc je me suis dit, faisons-en autant avec des objets. Parce que par exemple, je l'ai pas dit, mais on a évoqué la coupe. Dans le body, il faut vous dire que les coupes sont premières et que la surface est engendrée par la coupe. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas un patatoïde que j'ai coupé pour le colorer. On a produit des surfaces tangentes, perpendiculaires les unes aux autres, et c'est ces plans de coupe qui, via ce qu'on appelle des surfaces minimales, donc des surfaces qui ont le minimum de tension sur leur bord, et qui donc une surface minimale parfaitement connue, c'est la bulle de savon. Là, vous avez tous vu des bulles de savon entre vos doigts, ça bouge, mais c'est une surface donc de tension minimale. Et donc, toutes ces coupes ont été rejointes entre elles par cette fonction minimale, et ensuite, de l'intérieur, on a glissé un souffle. Alors, c'est bien entendu un souffle numérique, mais qui a gonflé chacune des surfaces suffisamment pour qu'elles bombent vers l'extérieur. Mais donc, ça nous permet de revenir donc à cette question du Cars and Girl. Vous mettez un modèle 3D d'une femme artificielle, je précise. C'est un alias numérique. C'est même pas un scan. Et d'une Alpine Renault, vous les placez dans la bonne position là par rapport à l'autre, et la forme obtenue, vous l'avez sous les yeux. En plus concrétisé en marbre gris. Parce que bien entendu, les machines de tirage existent aussi. Les machines de tirage, ça s'appelle une fraiseuse tourneuse, ça s'appelle un tour, ça s'appelle de la CNC, ça s'appelle de l'impression numérique, mais toutes les technologies il commence à exister des technologies tout à fait sérieuses de matérialisation. Parce que c'est quand même la matérialité des choses qui fait qu'on est devant quelque chose qui a une présence. Et c'est vrai que les matériaux imposent généralement leurs conditions. Et est-ce qu'avec les nouvelles technologies, le 3D et les fraiseuses dont tu parlais, est-ce que cette condition du matériau est-elle toujours présente?
Est-ce qu'on peut atteindre une œuvre qui n'est pas de condition, en fait? Alors ça, je m'y opposerai sur le plan conceptuel général. Pour moi, une œuvre est conditionnée. Une œuvre sans condition, c'est l'idéal de la bourgeoisie qui se dit « oh, comme ça on est sûr d'acheter de la liberté ». Non, il n'y a pas d'œuvre sans condition. Je vous rappelle un texte d'Artaud, d'ailleurs à ce propos, qui est quand même assez sévère. Je pense que c'est dans l'Ombilique des Limbes. Bon. Par contre, ça m'intéresse aujourd'hui de produire une pièce qui ne serait que sa propre condition d'existence, et en même temps de manière totalement impersonnelle. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de travailler maintenant avec des ingénieurs, et je vous dirai pourquoi, qui font ce qu'on appelle de l'optimisation formelle topologique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le capital, il aime, comme la nature, il n'aime pas beaucoup dépenser quand ça ne sert à rien. Donc, puisqu'on commence à savoir imprimer, les industriels sont en train de préparer le tournant qui va nous faire passer de l'usinage traditionnel, et donc une pensée liée aux 3 dimensions habituelles de l'espace, vers des technologies d'impression qui, elles, sont du point à point, sont justement du numérique. Et ces machines, donc ces programmes, prennent en compte absolument toutes les conditions possibles et imaginables. Programme qui va tenir compte de la gravité, par exemple. On n'aura pas la même forme proposée par la machine si on est sur une gravité lunaire ou une gravité terrestre. On peut intégrer les vitesses des vents, poids du matériau, nature du matériau, ils ont un nom spécial, point de rupture, point d'élasticité, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, je suis en train de faire calculer aux machines des volumes d'objets sans fonction, mais qui ressemblent à des pièces d'industrie, mais qui s'appliquent justement pas à des objets industriels. D'accord. Et quel sera le titre? Ça s'appellera plus ou moins d'os. Toujours l'os. Oui. Pourquoi ça? Parce que comme la nature, c'était drôle, parce que je visitais avec ces ingénieurs en question, je visitais l'aérospatiale, parce que c'est des technologies aujourd'hui qui partent dans les airs. Hein. Elles ne sont pas retombées sur Terre, mais ça ne saurait tarder. Et si je fais ces pièces avec ces techniciens, c'est pas simplement... Parce que honnêtement, je préfère bricoler dans mon atelier. Hein. C'est pas simplement pour faire une nouvelle pièce, c'est tout simplement parce que je voudrais montrer au public ce qui les attend. C'est ça qui me semble, comme le body. Quand j'ai fait le body, c'était quand même pour rappeler au public qu'on est de plus en plus devant des objets intermédiaires entre nous, hein, des objets de transition, auxquels on n'a pas accès du tout, ni en termes de technologie, ni en termes de finances. C'est des machines qui coûtent super cher. Donc actuellement, ils sont en train de nous fabriquer un monde avec des outils auxquels on n'a pas accès. Donc il vaut mieux savoir pour pouvoir les reconnaître et puis pas non plus se laisser emmener dans des délires d'industriels, quoi. Enfin, on a l'impression chez toi que le faire s'incarne dans le langage. Il y a des mots importants, intersection, tu as parlé de la coupe, et il y en a un autre qui est important, c'est la latéralité. La latéralité, aujourd'hui, elle est utilisée par les agences conseils en recrutement ou en création dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que quand on est dans une équipe qui n'arrive pas à trouver la solution créative d'un problème, il suffit de rajouter quelqu'un sur le côté qui vient d'un monde totalement différent et qui va donc parler avec l'équipe d'un point de vue complètement différent. Et c'est ce qu'on appelle la latéralité dans le domaine de l'industrie. Donc, c'est tout simplement l'idée de faire venir un expert qu'on colle au groupe. Mais c'est aussi une technique réelle d'observation. Une des manières d'expérimenter, si l'art consiste, et c'est une partie de ma démonstration, à mettre ensemble des choses qui n'ont rien à voir et qui pourtant sont traversées par un même principe, si on arrive à faire ça, je crois qu'on a fait une œuvre. Le langage et le faire. Et la latéralité en l'occurrence. Et donc toi. Effectivement. En fait, il s'agit de sculptures en ciment
qu'on met dans les jardins, que quelques-uns mettent dans leur jardin, à côté du puits et qui sont censés décorer. Bon, le plus souvent, c'est des figures recopiées d'antiques ou de 19e, de plutôt mauvaise qualité, puisqu'ils sont obligés de refaire un moule sans avoir accès à l'original. Donc, dans bien des cas, c'est loin d'être de la grande sculpture. Et d'ailleurs, en cherchant, j'ai trouvé plusieurs modèles copiés du même original, au bout du compte, totalement différents. Bon. Donc c'est du ciment, ils sont même pas nettoyés, c'est-à-dire de la patine, les champignons, tout ça est resté parfaitement visible. Et quant à la coupe, par contre, là, si je donnais une explication plus pratique, la coupe, elle est destinée justement à produire cette entièreté. C'est pas une coupe droite. En fait, c'est une courbe. Et pas n'importe quelle courbe. En fait, j'ai projeté sur la figure, sur la grande femme qui est à gauche, j'ai projeté avec un laser une ligne qui m'a fait une courbe de niveau. Donc oblique. Et ensuite, on a coupé la pierre selon cette ligne de courbe de niveau. Donc c'est pas une droite. Et donc cette coupe appartient vraiment donc à la forme volumétrique qu'on voit. Et comme c'est évidemment une machine qui coupe, on a mémorisé cette forme et on l'a appliquée à la figure suivante, de façon à ce que leur contact soit nickel. Et ainsi de suite. Le bonhomme a reçu son coup de laser, a produit son courbe de niveau, j'ai changé d'axe, coupé, jusqu'au satyre qui ferme la pièce, mais qui pourrait continuer. C'est-à-dire que c'est un système de production justement d'entiers à partir de coupes. Et d'entiers tel qu'on le perçoit, c'est-à-dire d'après le volume. Et Étienne, si on pouvait mettre tu en montrais tout à l'heure les vues d'exposition du Centre Pompidou, il y a notamment une vue d'exposition qui va peut-être nous donner un élément d'intersection important. Mais il y avait à l'entrée de l'exposition quelque chose de tout à fait important qu'on n'a pas encore évoqué. Il y avait, comme à plusieurs reprises dans tes expositions, une publication une forme journal qui venait en pile construire un espace. Voilà. Ça sont des exemples de journaux. Alors ça, c'est une grande partie de ta production, enfin en tout cas à certains moments stratégiques, de donner à l'image la forme du journal, ou d'inscrire l'image dans le journal. Ça dérive de ces réflexions que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la nature de l'image, elle est liée à la nature de sa diffusion. Beaucoup de la photographie que je vois vient comme ça, me vient via la presse, et donc pourquoi pas réintervenir dans ce circuit-là. Voilà. Ce que je trouve assez intéressant, par contre, de manière plus critique, c'est que Moulin et ses journaux, c'est formidable. Oui, mais personne ne me parle des images. Aucune question. La diffusion devient tellement massive, on fait 40 000, 100 000 exemplaires, que du coup, le poids de papier, je dirais, empêche qu'on puisse se dire « Ah bah tiens, voilà une image intéressante ». Donc, en même temps, ça permet une diffusion supérieure, ça diffuse dans des milieux tout à fait éventuellement pas propices, mais quant à l'efficacité du regard, je me pose encore des questions. Je ne sais pas. Alors là, on a l'exemple du Louvre, on est au sein du musée du Louvre, on a les œuvres qui sont produites sous forme de stèles, on peut y revenir, et la masse des journaux qui sont toujours gratuits, on peut repartir avec le journal, qui est en soi une production de l'artiste. C'est l'œuvre. Le journal, c'est l'œuvre. Le journal, c'est l'œuvre. Bien sûr. Et alors là, du coup, parlons des images qui sont dans le Louvre, puisqu'on a bien compris qu'il y avait le journal. Photographie, objet d'art. Celui-là, c'est pas forcément le bon exemple. Ouais, pardon. Comment s'est passée la production de ces photographies d'objets d'art ou pas d'ailleurs? Au Louvre, on ne peut pas échapper à la question de l'art. Point. Donc, quand on m'a invité,
Marie-Laure Bernadac, je lui dis, écoute, c'est vachement intéressant d'avoir accès aux collections, mais alors, il faut en sortir du Louvre. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui dis, il faut faire quelque chose qui sorte de là. Et elle me dit, à quoi tu penses? Et à ce moment-là, je lui ai parlé du Monde et du journal. Donc mon premier objectif, c'était de sortir, c'est-à-dire d'être invité, mais pas y rester. Parce que justement, le poids symbolique qu'on accorde à l'art, finalement, empêche le regard sérieux sur les choses. Et donc là-dessus, après, j'ai commencé le protocole, donc sélection de 24 pièces de petit format, à travers en fait la banque de données numériques du Louvre, hein, je les ai choisis d'après d'autres photographies. Il a fallu, une fois que j'ai eu choisi mes modèles, et là, dans le fond, on va parler plus effectivement sculpture et photographie. D'abord, je voulais que ces sculptures, puisque c'est des photographies, soient vues en face. Parce qu'en fait, ce qui fait le plus souvent une photographie, c'est le regard qui est à l'image. Et donc, toutes ces prises de vue sont regard en face. Et je me suis rendu compte que, justement, dans la tradition sculpturale, le volume est séparé du regard. En fait, dans le regard de la sculpture, vous avez sa partie la plus plate. Le volume, s'il fallait le montrer, il faudrait biaiser, il ne faudrait pas se mettre en face. Et ça c'est quelque chose qui m'a surpris et que je trouve tout à fait intéressant. Moi, je ne l'ai pas lu ailleurs, mais je l'ai constaté. En manipulant les objets, je voyais bien que si je me mettais 10-20 cm à gauche, à droite, j'allais restituer plus de relief, de volume. Mais c'est pas ça. Je voulais le regard de l'objet. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la séquence, je commence par cette pièce cycladique où il n'y a ni regard ni corps. Il y a des plis. C'est une série qui me fait penser à un travail plus récent de toi qui s'appelle Les Tronches, qui est en fait une série d'objets moulés dans des masques et une série de photographies. Oui. Et c'est la première fois que tu photographies tes propres objets. D'habitude, tu délègues ça à d'autres photographes. Et là, tu fais œuvre de ton œuvre, en fait. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit des objets qui sont faits en des têtes coupées, même pour être plus précis, qui sont faits en béton. C'est du béton ciré. La réalisation est même nette. C'est un peu comme une photographie, c'est-à-dire que c'est une capture. Donc, j'achète des masques en plastique souple de carnaval, un peu partout dans le monde, et le masque complet, c'est-à-dire de la tête entière. Hein. Je les fixe à l'envers sur un support, hein, trou vers le haut. Je couds les yeux et la bouche avant pour pas que ça fuit, et je remplis. Et je remplis de béton directement. La pièce étant bonne, au moment où l'élasticité et le poids s'équilibrent. Donc certaines sont arrivées directement. C'était tellement élastique, c'est descendu par terre, il n'y avait plus rien à faire. D'autres se remplissaient à peine parce que le plastique trop dense. Donc j'ai gardé que celles qui étaient donc dans cet équilibre. Et évidemment, ils sont donc à l'envers. Pour pouvoir avoir le maximum d'impression des éléments sur la surface, si j'avais moulé l'intérieur du moule, j'étais dans une espèce de comme l'intérieur d'un bronze. C'est lié, ça n'a pas de caractère. Par contre, en le mettant à l'envers, oui. Et ça nous ramène, d'une certaine manière, c'est une des premières pièces comme ça, on est en présence d'une pure surface. Hein, on est d'accord, c'est d'un côté et de l'autre, une figuration. Ça fait volume tout simplement à cause du poids de la matière, pas plus. Et ça s'expose comme ça se protège, c'est-à-dire sur une couverture de transport. Voilà. Mais il y a aussi chez moi cet intérêt, ce débat sur la question du visage. Un visage n'est pas une tête, n'est pas non plus une figure. Donc qu'est-ce qu'un visage? Je
dirais qu'un visage, c'est ce qui s'échange entre deux personnes. Voilà, c'est un sourire, c'est une inclination de l'œil, c'est un froncement de sourcils, c'est ces choses-là, un visage. C'est-à-dire qu'un visage, pratiquement, ça ne se dessine pas. Bah si, ça peut se dessiner, mais se photographier, quand même plus sorcier. Et donc, j'avais fait ces pièces, et je voyais bien que les photographes de plateau allaient me faire des objets. Et moi, je voulais qu'ils me fassent un visage. Et c'est donc pour ça que j'ai fait moi-même une deuxième séquence de prise de vue. Les galeries continuent à diffuser, par rapport aux pièces, la version de leur photographe. Mais donc j'ai pris cette option de les photographier moi-même, tout simplement pour tenter, à travers les brillances, à travers les petites aspérités, non pas de montrer ma pièce, mais de montrer quelque chose qui s'échange. Est-ce qu'on peut parler un peu des interactions que tu crées entre l'image et l'objet dans l'espace d'exposition? À Beaubourg, il y avait juste les 4 tomes à l'entrée, sur un plateau, et au mur. Puisqu'on avait quand même fait une boîte en carton suffisamment rigide pour qu'elle puisse servir d'étagère unique. Et à Nîmes, voilà, il y avait image et objet dans le même espace. Alors comment est-ce que là, les deux dialoguaient? Alors, je peux te dire comment je l'ai produit. Comment ça dialoguer? C'est évidemment de l'ordre du promeneur, du visiteur. Bon, le bâtiment du musée du Carré à Nîmes est un bâtiment de Foster qui est modélisé sur le temple grec qui est juste en face. Modélisé au point qu'il en a pris les mêmes mesures et les mêmes harmoniques, etc. Donc en fait un truc hyper classique. Donc il fallait que je trouve une méthode objective. Et la méthode objective partait du principe de l'équidistance de toutes les pièces les unes par rapport aux autres. Donc comment faire cette équidistance, aussi bien au mur qu'au sol? J'ai tout simplement repris la grille de composition du musée de Foster, je l'ai, disons, un peu soulevée et tournée de 30 degrés. Donc le tout virtuel, bien sûr, sur plan. Et à tous les endroits où cette grille coupait le mur, j'ai mis une image. Et à tous les endroits où cette grille était au sol, j'ai mis un objet. Donc vous pouvez avoir des endroits avec un mur pratiquement vide, avec une image dans un coin. Donc en fait, la distance entre les choses ne tenait absolument pas compte de l'espace au bout du compte. En décalant cette grille, j'arrivais à l'annuler, à la retourner sur elle-même, de façon à laisser mes propres trucs libres et équidistants, justement, pour que cette expérience du rapport entre une image et un objet puisse se faire. Par ailleurs, une image est toujours vécue comme une représentation ou une icône, alors qu'un objet est vécu comme une présence. C'est bien quelque chose qui fait obstacle. Et quel est le dialogue qu'on peut imaginer entre des présences et des représentations? Et donc, une fois que j'ai eu installé ça, après, j'ai commencé à choisir les images et les objets. Et ce choix s'est fait comment? Comme toujours, on reste un peu artiste, hein, donc l'arbitraire, ça existe. Même si, à mon sens, c'est un des trucs que je disais, mais je suis plus enseignant à mes étudiants. Je leur disais, écoutez, vous avez 5 ans pour vous nettoyer de votre arbitraire. Après, vous pourrez l'utiliser. Mais d'abord, nettoyer son arbitraire, parce qu'il est en général traversé de choses pas forcément propres. Et alors, ces objets sont parfois qualifiés de post-photographiques. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Est-ce que c'est parce qu'ils viennent après la photographie ou parce qu'ils en sont issus? Ouais, j'ai toujours été plutôt méfiant avec cet intitulé, comme le postmodernisme, on est post quelque chose tant qu'on n'a pas trouvé le nom. Bon. De quoi ces objets sont-ils le nom? C'est la question que poserait M. Badiou. Voilà, j'en sais rien. Personnellement, je ne les appelle pas comme ça. Par contre, il est clair que ma façon d'agir, donc prélèvement,
assemblage, pour moi, c'est pratiquement des modes d'enregistrement du réel. Hein. C'est là que se fait le lien entre les... Je pense, c'est tout simplement par là. Et puis, je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que tout l'art contemporain, dans le fond, est dans ces conditions-là, post-photographique, dans la mesure où la modernité même s'invente avec la photographie. Voilà. Donc, tout ce qui est moderne ou après, nécessairement, doit quelque chose à la photographie. Alors, en Europe, c'est pas trop évident, parce qu'on a une vieille tradition, etc. Mais aux États-Unis, c'est clair. La photographie commence là, l'art américain, il n'y en a pas avant. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, mais ça, je pense que c'est plutôt, en attendant qu'on ait trouvé un isme, enfin, mais ça, c'est le boulot c'est ton boulot. Je vais m'y coller. Je ne suis pas très isme. Moi non plus. Alors, sur cette boutade, on regarde un peu l'heure. On va s'arrêter d'ici quelques minutes. Pour mon plaisir, moi j'aurais bien aimé qu'on revoie des vues de l'exposition du Centre Pompidou, parce que moi j'avais envie d'évoquer une chose, c'est cette présence tout à fait incroyable des œuvres, et comment tu as travaillé la question de la sensualité de ces pièces qui sont extraordinairement polies, on a envie de les toucher, je ne sais pas si on n'avait pas le droit de les toucher, mais elles étaient à la fois des vraies projections de machines, de production numérique ou autre, et en même temps elles avaient un caractère très organique. J'aimerais que tu reviennes sur ça. Quelles ont été tes exigences dans la production des pièces pour qu'elles arrivent à cette luisance, à cette précision, alors que parfois elles peuvent être relativement rustres, comme par exemple ce tripode qui est au milieu. Mais pour tous ceux qui ont parcouru l'exposition, on avait l'impression d'être dans quelque chose d'extrêmement organique. Écoute, je ne sais pas. Il y a une exigence, comme je vous le disais, moi j'ai le travail à la main, ça pense. J'essaye de travailler au plus près avec mes collègues, mes camarades, mes ingénieurs. Et donc, dans bien des cas, en fait, c'est des gens qui travaillent dans des boîtes qui ne produisent pas ce genre de trucs. Il faut imaginer, par exemple, le Cars and Girls, il est produit dans une boîte qui fait essentiellement du tombeau. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, qui taille la pierre avec des machines? Les fabricants de tombeaux. Pour faire les tétières, il y a des courbes, etc. Et donc, quand vous arrivez dans une entreprise comme ça pour demander une pièce comme ça, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'abord d'humain. Ils vous écoutent en disant ce type est barjot, mais on va le faire parce que ça nous plaît. Et en fait, pourquoi? Parce que je suis pas amateur de bagnole. Les femmes j'aime bien, mais il n'y avait pas volonté de ma part de donner une position sur la femme ou sur la bagnole. J'essaye simplement de dire ah bah voilà une image mentale qui se promène, qui traîne que trop. Essayons de lui donner une forme concrète pour éviter qu'elle traîne justement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. La photographie, pour moi, c'est ça. C'est une manière d'éviter d'avoir une vraie chose concrète, un vrai objet, pour éviter que ça continue à se promener dans les têtes de manière malsaine. Donc de l'image à l'objet, c'est peut-être avant tout de l'image mentale à l'objet. Ou à sa matière. De l'image mentale à sa matière, oui. Bien, merci à tous les deux, en tout cas, pour cet entretien. Et la soirée continue au bar. Merci.